Allez, 13h04, on va commencer. Donc, je redis merci à tous pour votre inscription et pour votre temps, pour votre participation donc, à ce webinaire. Le sujet de la présentation, c'est la surveillance et lubrification en temps réel de machines tournantes via une solution connectée qu'on appelle OnTrack que donc UE Systems vient de développer, que nous venons de développer. Je m'appelle Daniel Mazière, je suis responsable du marché francophone, c'est-à-dire de tous les pays où on parle français pour UE Systems. Et UE Systems, excusez-moi, voilà. UE Systems que je vous présente ici en deux mots. Donc, c'est une société qui est basée aux États-Unis et également en Europe. On est présent à peu près partout dans le monde. On ne développe que des solutions de maintenance prévisionnelle, de maintenance 4.0, employons la terminologie d'aujourd'hui, basées uniquement sur la technologie des ultrasons. On ne développe pas autre chose que des systèmes qui détectent, qui mesurent, qui enregistrent et qui suivent des ultrasons. Les solutions que l'on propose se composent en général de trois parties. Une partie matérielle, une partie formation d'implémentation sur site et une partie accompagnement sur site. Voilà, c'est ces trois composantes-là, ces trois piliers qui font que l'utilisateur final, le client final, fait un bon usage et tire de bons bénéfices, si je peux dire ça comme ça, des systèmes en question, quelles que soient les applications. Donc, la surveillance de machines tournantes par ultrasons. Alors, vous pourriez me dire pourquoi les ultrasons, alors qu'il existe d'autres technologies, d'autres grandeurs physiques que l'on peut mesurer pour surveiller et diagnostiquer les machines tournantes. La chance que l'on a, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'il faut peu d'énergie aux fréquences où l'on travaille pour générer le signal ultrasonore que l'on détecte. Et la conséquence directe, s'il faut peu d'énergie, ce signal existe tôt, et s'il existe tôt, eh bien on va détecter des défaillances de façon précoce. Je l'ai surligné en rouge ici. Le premier des bénéfices technologiques, c'est la précocité de détection. Ça, c'est très important parce que avec le système que je vais vous présenter, qui s'appelle donc UE Systems OnTrack, eh bien on va pouvoir détecter avant qu'il se passe quelque chose de grave. C'est tout ça le nerf de la guerre. Hein. Plus on détecte loin de ce point de défaillance ici, eh bien, au mieux on se porte, je dirais, au plus on a de temps pour réagir. Donc, on va parler de maintenance proactive, notamment sur la partie lubrification. Et le but de cette affaire, ça va être d'optimiser la durée de vie des machines tournantes, des roulements, prenons le cas des roulements, et également de gérer le graissage, de gérer la lubrification. Vous allez voir comment. Donc, le système, comme je vous disais, que l'on vient de développer, s'appelle OnTrack. C'est un système de surveillance donc, connecté temps réel à 16 entrées. Son but, l'objectif de cette affaire, c'est de détecter le plus tôt possible tout début de défaillance et tout problème de graissage de lubrification. De quoi se compose ce système? C'est assez simple en soi, sur le principe. On a un premier cœur de système, si je peux dire ça comme ça, qui est un boîtier d'acquisition à 16 canaux. On va avoir les capteurs ultrasons UltraTART 750, donc UE Systems, et une plateforme d'enregistrement, d'acquisition de données basée sur le cloud. Donc, il y a également une solution cloud qui est fournie avec, qui nous permettra de suivre en temps réel via des tableaux de bord ce que le système détecte et enregistre, et nous permettra également, ce système cloud, de nous alerter en temps réel dès lors que un niveau d'alarme ou de préalarme, par exemple, sera atteint. Donc, concrètement, comment ceci se présente? La première des choses, ce système, en fait, même s'il peut être autonome avec la solution cloud, peut aussi s'interfacer via différents modes de communication avec tout système existant, et je pense notamment à des GMAO ou des clouds clients existants. Comme toutes ces données sont visualisables sur des tableaux de bord, ces tableaux de bord étant sur le cloud, eh bien, on va pouvoir attaquer, si je peux dire ça comme ça, le cloud depuis n'importe quel dispositif portatif connecté à Internet. Alors, en commençant par le smartphone, en passant par la tablette et bien sûr tout ce qui est PC portable. C'est un système modulaire sur lequel on peut connecter jusqu'à 16 capteurs.
Le cloud, lui, peut gérer autant de systèmes que nécessaire. On n'est maintenant pas obligé de connecter 16 capteurs à ce système, qui peut le plus, peut le moins. Si j'ai que 10 paliers sur une installation donnée, eh je connecterai 10 capteurs au boîtier d'acquisition. Et enfin, comme je vous le disais, donc des capacités de notification d'alarme multiples que l'on va voir ensemble, paramétrables donc et multiples que je vais vous présenter. Un dernier point important, le boîtier, le système d'acquisition se connectera au réseau, soit par Ethernet, un câble Ethernet traditionnel, soit par Wi-Fi, soit par un réseau de données cellulaires 4G, 5G prochainement, donc de sorte à pouvoir être totalement connecté au réseau. Le capteur, un des points très importants de ce système, c'est le capteur ultrason, donc UltraTrack 750, qui permet de détecter donc ces niveaux ultrasonores directement liés au niveau de friction sur les différentes machines tournantes. Alors, ce capteur, il a plusieurs caractéristiques dont j'en ai synthétisé les essentiels, on va dire ici. La première des choses, c'est que comme c'est un capteur filaire, eh bien, une fois qu'on l'a installé, il n'y a pas grand-chose à y faire dessus, mis à part que quelqu'un coupe le câble ou détériore le capteur. Une fois qu'il est installé, voilà. Il est fourni avec une pastille, donc un kit de montage qui se met sur tout type de machine tournante. Il est un acier inoxydable pour être utilisé dans à peu près tous les, pour ne pas dire tous les domaines industriels, voire les plus hostiles. Et donc, il répond aux différentes normes que vous voyez ici quant aux conditions d'étanchéité et de poussière, donc, pour lesquelles certains environnements le nécessitent. Donc voilà, ça c'est un capteur propre que nous développons nous-mêmes, qui existe depuis un certain temps déjà chez UE System, qui a plus que fait ses preuves, et en termes de sensibilité de détection, et en termes de capacité de détection, donc de fréquence, et en termes de restitution de signal. Et c'est donc ce capteur-là qu'on utilise pour le système complet, donc on-track. Donc, ce que l'on peut faire aussi sur ce type de boîtier, c'est lui connecter d'autres types de capteurs. Je pense à des capteurs d'analyse vibratoire, des capteurs de température. Il n'y a pas vraiment de limite ici au type de capteur que le boîtier peut gérer. Ce boîtier est vraiment conçu pour, bien sûr, dans un premier temps, recevoir le signal de notre capteur UltraTrack 750, mais aussi d'autres signaux. Au niveau des tableaux de bord, donc comme je le disais, je vais le détailler un petit peu plus en détail. Ces tableaux de bord peuvent être visualisés depuis n'importe quel système connecté à Internet. Et au niveau des alertes, je précise un petit peu ici, on peut essentiellement être alerté sur les tableaux de bord, sur le système lui-même, par SMS ou par email, selon différents critères choisis que je vais vous présenter plus en détail. Le but de cette affaire, hein, je l'ai écrit en gros et en haut ici de ce slide, c'est d'être simple et efficace. Quand on met en place des choses qui sont simples à implémenter et qui nous préviennent en temps réel de façon efficace, eh bien, on peut espérer des résultats. Quand les choses sont compliquées, c'est déjà un petit peu moins, on va dire, aisé de le faire. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus en détail maintenant le système de tableau de bord donc sur le cloud que l'on appelle UE Inside, donc, qui est une plateforme de traitement de données donc, basée sur le cloud, qui est personnalisable, on peut faire ce qu'on veut avec ça, et évolutive. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont en préparation et qui vont se rajouter donc, à ce que je vais vous présenter là. Pour faire simple, nos capteurs ultrasonores, notre capteur UltraTrack 750, va venir mesurer une valeur, une intensité ultrasonore en décibels, qui va être directement liée au niveau de friction des paliers des machines tournantes sur lesquelles le capteur sera mis en place. Ces valeurs en décibels, vous le voyez ici sur mon axe des ordonnées, sont représentées. C'est un exemple de tableau de bord. Et on peut vraiment ici configurer tout ce qu'on veut en termes de tableau de bord. Voilà, il fallait bien prendre un exemple, j'en ai pris un, qui montre que je viens reporter ici sur mon axe des ordonnées eh bien, ma valeur en décibels sur mon palier, peu importe le nom du palier. Apparemment, il est sur une tour de refroidissement, celui-là. J'ai juste pris un exemple sur notre cloud existant. Et ici, les dates. Et je vais pouvoir, avec le système, paramétrer et les périodes d'acquisition et des niveaux de préalarme et des niveaux d'alarme, comme je souhaite, donc en fonction, bien sûr, des caractéristiques de la machine tournante sur laquelle je vais installer ce capteur.
Et ce que je vois ici, c'est en temps réel, dès que je me connecte donc sur le cloud, la valeur en décibels mesurée à l'instant T et qui varie donc sur ma machine tournante en question. Donc voilà un exemple de tableau de bord. Tout va partir de là, donc tout va être paramétrable de cette manière-là sur les tableaux de bord. Donc comme je le disais, personnalisable. Sur le cloud, alors l'intérêt d'être sur le cloud, eh bien, c'est que je peux les consulter à distance avec tout appareil connecté à Internet. Bien sûr, ça me permet d'avoir toutes les données des différentes machines tournantes. Donc, je crée une bibliothèque, une base de données de mes installations. Et comme je vous le disais, par simple glisser-déposer ici de widget, je peux vraiment configurer tout ce que je veux et comme je veux sur la plateforme en question. Ensuite, au niveau des paramétrages, des alarmes et des alertes conditionnelles, là aussi, je peux paramétrer un petit peu tout ce que je veux, pour ne pas dire tout ce que je veux, en sachant qu'il y a trois grandes familles, on va dire, d'alertes que l'on va s'attacher à paramétrer. Le premier, puisque ça sera le premier qui existe par ordre de sévérité de défaillance, si je peux dire ça comme ça, je pourrais paramétrer une alarme de graissage, de lubrification. Pour continuer vers des alarmes de pré-défaillance et ensuite aller sur des alarmes de défaillance. Vous voyez ici, sur mon alerte email, je peux également paramétrer les informations que je souhaite que le système me remonte. Donc ça aussi, ça va dépendre des besoins et des installations que je souhaite donc suivre. Ceci reprend ce que je viens de vous dire. Hein. Je peux par exemple mettre un niveau d'alarme de graissage à plus 8 décibels, un niveau d'alarme de défaillance à plus 16, un niveau d'alarme grave, celui-là, à plus 35. Et tant que je suis en dessous de mes plus 8 décibels, rien ne se passe, donc aucune alarme. Tout ceci, je peux le visualiser de façon numérique sur le type de tableau de bord que je vous ai montré, ou de façon visuelle ici, sur des camemberts colorés, comme vous le voyez, de sorte à ce que d'un coup d'œil, je vois rapidement donc ce qui se passe sur ma machine tournante. L'idée étant de monitorer en temps réel l'état et le niveau de graissage de cette machine tournante. Une autre vue, un autre type de vue ici, en bar graphe, donc. Ça, c'est peut-être un peu moins utilisé, mais après, voilà, ça dépend des goûts. Hein, je peux paramétrer tout ce que je veux. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en termes de visualisation et de nombre de tableaux de bord, je ne suis pas limité. Il n'y a aucune limite, si vous voulez, et sur le nombre de tableaux de bord, et sur les paramètres que je veux suivre, et sur la visualisation que je souhaite donc utiliser. Donc, encore ici, une autre visualisation où j'ai resserré, je peux également resserrer en termes de visualisation les périodes d'acquisition pour voir des historiques, pour voir des tendances. Ça peut être intéressant quand j'ai une alarme qui se déclenche pour voir un petit peu en amont de l'alarme ce qui se passait sur cet équipement-là, sur cette machine tournante-là. Et un dernier point important, c'est qu'un administrateur peut gérer et créer des groupes de visualisation et de paramétrage depuis un seul et même lieu. C'est-à-dire, typiquement, si j'implémente un système comme ça dans une usine, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde de voir tous les points de l'usine. Par contre, je vais avoir des personnes qui vont être dédiées au monitoring, au suivi de telle ou telle partie de l'usine. Et bien là, je peux vraiment faire ce que je veux, tout ceci étant donc géré par un administrateur, tout simplement, qui, lui, va décider des groupes, du nombre de groupes, des noms des groupes, des personnes qui ont accès, ceci pour les différents groupes. Donc, je viens à un point très important de la santé, si je peux dire ça comme ça, des machines tournantes, qui est leur graissage et leur lubrification. Puisqu'avec nos capteurs UltraTrack 750, ici, on est capable de gérer, de monitorer en temps réel le niveau de friction de nos machines tournantes et de les remonter, ces niveaux de friction, sur un cloud qui est fourni avec, ou dans le cas d'utilisateurs qui ne souhaiteraient pas utiliser le cloud, sur un système de supervision existant ou une GMO existante, puisque dans l'absolu, je monitore, je mesure ce niveau de friction, eh bien, je vais pouvoir, par le même coup, si je suis capable d'extraire ce niveau de friction et de graisser de façon automatique, comme vous le voyez là, avec nos graisseurs individuels, les paliers qui en auraient besoin, je vais pouvoir, en asservissant ce graissage automatique sur ce niveau de friction mesuré par ces paliers, ne graisser que les paliers qui le nécessitent, c'est-à-dire ceux qui auraient un niveau de friction qui a atteint un certain niveau de préalarme ou d'alarme, quand, au moment où ils nécessitent, tant qu'ils n'ont pas atteint ce niveau d'alarme, je ne touche pas.
avec la bonne quantité de graisse. Pourquoi? Eh bien, parce que je vais asservir le graissage automatique par ces graisseurs automatiques avec ce niveau de friction qui va baisser pendant que je graisse. Et tout ceci, je vais pouvoir le faire à distance sans intervention humaine, puisque ces graisseurs automatiques sont connectés et prennent en retour le signal du on-track, et qui sera donc le on-track, le donneur d'ordre de ce graisseur. Donc, en fait, j'ai créé comme ça un système qui, à la fois, vient me diagnostiquer en temps réel l'état de santé de mes équipements, en mesure le niveau de friction, et est capable, sur ce qu'il nécessite, au moment où il le nécessite, de venir les graisser avec la bonne quantité de graisse. Voilà la quintessence, si je peux dire, du système complet. Donc, on-track pour la partie monitoring et SmartLube pour la partie graissage. Voilà donc le principe du système donc, de monitoring et de graissage temps réel que constitue donc le couple on-track SmartLube. Donc, comme je le disais, graissage à distance relative au niveau de friction des machines tournantes. Et tout ceci, de la même manière, ce graissage-là, je vais pouvoir le suivre sur ce même système de tableau de bord que j'aurais paramétré, lui, sur le graissage. Alors, quelques petites généralités qui concernent le graissage, mais qui sont malheureusement une réalité, eh bien, c'est qu'à équipement correct et bien monté, malheureusement, les mauvaises pratiques de lubrification, de graissage sur les paliers que l'on graisse constituent à peu près 80% des causes de non-atteinte, on va dire, de la durée de vie escomptée d'un palier de roulement. Ça, on ne l'invente pas. On a des sources, notamment de chez SKF, qui vont dans ce sens, de sorte à ce que, vous voyez ici, ont été classifiées, on va dire, les causes origines de défaillance de défaillance prématurée, on va dire, des machines tournantes. Eh bien, si on en additionne 15, 20, 2 fois 20 et 25, on doit arriver à quelque chose comme 80. Et pour chacune d'entre elles, là, on a des causes origines liées au graissage. Soit un manque de graisse, soit un problème de renouvellement de graissage, soit à un excès de graisse. Celui-là, malheureusement, il arrive souvent. Soit à une contamination donc, de la graisse. Eh bien, tout ça, ça fait à peu près 80% des causes origines de défaillance précoce, prématurée, en tout cas non attendue des paliers de roulement. Donc, le graissage, c'est quand même quelque chose d'important. Ce n'est pas toujours pris à sa juste mesure et ce n'est pas toujours, comment je pourrais dire ça, analysé comme cause origine de défaillance principale de machines tournantes, mais c'est un sujet vraiment important. Si on graisse comme il faut, déjà, on va éliminer un grand nombre de problèmes liés à ça. J'ai fait ici un petit tableau qui reprend grossièrement, mais à peu près ce qui se fait dans l'industrie en termes de pratiques de graissage et de causes origines, on va dire, de défaillance, en commençant par la contamination, le surgraissage, la graisse non renouvelée, le sous-graissage. Quand j'utilise une pompe à graisse toute seule, eh bien, j'ai à peu près malheureusement toutes les causes origines de défaillance possibles liées au graissage. Quand je fais de l'autograissage par des graisseurs autonomes comme ça, j'élimine quand même, en principe, si c'est bien fait, des risques de contamination et des problèmes de surgraissage. Ça ne m'empêche pas d'avoir des problèmes de sous-graissage ou des problèmes de renouvellement de graisse. Quand j'utilise un petit outil à ultrasons que l'on propose également sur une pompe à graisse manuelle comme ça, qui me permet d'écouter les paliers pendant que je les graisse, eh bien, je vais éliminer normalement également les problèmes de surgraissage si je le fais correctement. Celui-là, j'aurais pu le mettre en vert. Les problèmes de sous-graissage, les problèmes de graisse renouvelée. Par contre, si je me trompe de type de graisse ou si j'ai une graisse contaminée, ça, mon petit appareil portatif ne va pas pouvoir il va pas me dire que j'ai une graisse contaminée. Tout ça pour arriver à notre système complet ici, qui, lui, si je l'installe correctement, va me permettre normalement d'éviter toutes ces causes origines de défaillance liées au graissage. Donc, comment ceci fonctionne pour vous en dire un peu plus sur le principe de fonctionnement? Hop, voilà. J'ai donc mes capteurs ici qui viennent mesurer en temps réel le niveau de friction de mes différents paliers, qui remontent un signal au boîtier d'acquisition on-track. Ce boîtier d'acquisition, via une connexion 4G, Wi-Fi ou Ethernet, ramène l'info pour chacun de ces 16 capteurs. Là, j'en présente 4, mais je peux en mettre jusqu'à 16, sur les tableaux de bord, sur le cloud, sur la plateforme cloud, donc UI Insight. Et cette plateforme cloud a 3 informations pour chacun des tableaux de bord. Le niveau de référence ultrasonore qui correspond au niveau de référence de friction de chacun des paliers.
un niveau de préalarme de graissage et un niveau d'alarme de prédéfaillance et un niveau d'alarme de défaillance. On va mettre beaucoup plus, mais on va commencer par cela. Tant que le niveau de friction remonté ici n'atteint pas un niveau de préalarme de graissage, rien ne se passe, aucun ordre n'est donné au graisseur automatique de graisser. Si je dépasse ce niveau de friction lié au graissage, eh bien, je vais venir graisser. Ça, c'est la première des choses. Et je vais, en temps réel, sur le palier que je graisse, continuer à mesurer le niveau ultrasonore qui est lié au niveau de friction de mon palier pour le remonter, pour faire en sorte que quand ce niveau va baisser, eh bien, à un moment donné, l'ordre va être donné à mon graisseur automatique d'arrêter de graisser. Et ceci, je peux le faire en automatique, c'est le but de la manœuvre, mais je peux aussi le faire en manuel. Je peux être alerté en temps réel, attention, là j'ai une alarme de graissage, et venir graisser en manuel, on va voir comment. Bon, c'est quand même fait pour être utilisé en automatique, sinon voilà, il n'y a pas quand même trop lieu de mettre en place un système comme ça. Le principe du graisseur, du système OnTrack plus SmartLube, c'est exactement le même que le principe de monitoring OnTrack, à part qu'ici, je rajoute dans la boucle mes graisseurs individuels et commandés donc, par mon boîtier OnTrack. Je vais visualiser de la même façon mes tableaux de bord de graissage avec tout appareil portable, mobile. C'est également modulaire et je pourrais être alerté en temps réel également du graissage, soit sur les tableaux de bord, soit par mail, soit par SMS. Donc, tout ceci, en fait, ça me permet, j'ai fait une petite synthèse là des bénéfices, on va dire, apportés par ce système. D'abord, ça me permet de graisser et d'être assisté dans ce graissage à distance. Je crée ensuite une base de données relative au niveau de friction et au niveau de graissage de chacun de mes paliers. J'ai un suivi de l'état de santé, mais aussi du graissage. Je peux graisser en manuel si je souhaite. Surtout, le plus important, j'optimise mon graissage. C'est-à-dire qu'en faisant ça, je ne vais graisser que les paliers qui en ont besoin, au moment où ils en ont besoin, et avec la bonne quantité de graisse. J'évite toutes ces mauvaises pratiques de graissage. Et enfin, je pourrais également documenter mes GMAO, soit directement depuis le boîtier OnTrack, soit en sortie du cloud Insight, UE Insight, pour donc bien générer des ordres de travail, documenter en tout cas, alimenter mon historique de GMAO. Ce que je peux faire également, imaginons que j'ai ce système-là installé sur une machine tournante, peu importe le type de machine tournante, et que je souhaite en temps réel, moi, devant cet équipement-là, graisser, je n'ai plus besoin de cette pompe à graisse, en fait. Je peux, via, chose que je vais vous montrer après, via la visualisation du niveau de friction ici sur mon palier et le graissage automatique sur le graissage manuel, pardon, sur le tableau de bord de graissage, je peux venir soit graisser en manuel via le système donc SmartLube, soit si j'ai une pompe à graisse comme ça, voir le niveau de friction baisser en temps réel pendant que je graisse. Dans ce cas-là, je n'aurai que dans le cas de la pompe à graisse manuelle, je n'aurai que le capteur et le boîtier OnTrack et je suis mon niveau de friction ici. Dans le cas du SmartLube, j'implémente tout, j'installe tout. Et bien sûr, ce que l'on va suivre également pour la partie graissage, c'est les niveaux de graisse de mes différents petits réservoirs de graisse là, qui sont sur mes graisseurs autonomes. Pour faire en sorte déjà d'être prévenu en temps réel, avant, on va dire, que mes petits réservoirs soient vides, d'une part. Et d'autre part, ce que je peux faire également, c'est visualiser ces données de graissage pendant ces données de friction, je veux dire, pendant le graissage. Typiquement, si j'ai une référence à 24 décibels, je commence mon graissage alors que le capteur a mesuré 35, je vais arrêter de graisser dès lors que je vais arriver au-dessous d'un niveau de préalarme ou d'un niveau de référence. Alors là, typiquement, si j'ai une valeur qui arrive à 23 dB alors que j'ai une référence à 24, je fais même une chose de plus, c'est-à-dire que alors 1 décibel, bon, ce n'est pas non plus un delta énorme, mais ce que je vois là, c'est que la référence de ce palier va elle-même être mise à jour par une valeur un petit peu plus basse. Et bien sûr, je peux donc mettre fin à ce cycle de graissage pour une raison ou pour une autre, si je souhaite remplacer le graisseur, si je souhaite remplacer le palier, enfin voilà, remplacer tout ce cycle de graissage
pour repartir sur un tableau de bord, je dirais, de zéro. Et tout ceci, donc, comme vous le voyez ici indiqué sur la droite, est consultable à distance et en temps réel. Donc, le graisseur autonome, vous pouvez également, sur la face avant du graisseur autonome, visualiser tout ce qui est en train de se passer et sur le palier en question, les mesures en question, et sur ce graisseur autonome. C'est bien sûr quelque chose qui peut être installé dans l'industrie, qui est étanche, qui a une batterie intégrée qui est garantie à vie, qui est fourni avec deux types de volume de graisse, donc 125 cm3 ou 250, et donc qui a un moteur intégré qui permet, donc c'est un petit moteur pas intégré, qui permet, plutôt que de graisser tout d'un coup, là, comme quand on graisse avec une pompe à graisse, de graisser de façon progressive, de sorte à faire diminuer ce niveau de friction de façon progressive aussi, et ne rien endommager sur les paliers. Donc, graisseur autonome et automatique. La poussée donc, de ces fameux graisseurs est de 13, pratiquement 14 bars. Ils sont fournis avec des câbles de différentes longueurs, la longueur standard étant de 60 mètres. Voilà. Le graisseur par lui-même, moteur et réservoir, sont réutilisables à souhait. Il n'y a pas de limite à ceci. On fournit également la graisse, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins donc de chacune des installations, de chacun des clients, avant d'installer tout ceci, donc on fait une étude, si vous voulez, des différents types de besoins, des différents types de graisse, et tout ceci est fourni donc avec les graisseurs autonomes et le système complet. Donc, voilà une autre façon de visualiser donc, les tableaux de bord. Alors là, c'est juste des exemples pour illustrer un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Mais voilà, on a le nombre de vues ici n'est absolument pas limité. On peut voir, on peut regarder, donc, on peut avoir ces informations sous différentes vues. Alors, le graissage manuel, ça peut être intéressant. Pour calculer au départ les volumes de graisse nécessaires sur les différents paliers. Pour chaque clic, pour chaque injection de graisse, en fait, le système va injecter très peu de graisse. En fait. Il faut peu de graisse sur les différents paliers pour avoir une lubrification optimale. Et en fait, il injectera 0,5 cm3, ce qui n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on fait en manuel. Ça permet de voir que souvent, quand on fait du graissage en manuel, eh bien, on graisse beaucoup trop. Et de la même façon, mais de façon automatique, c'est des impulsions de 0,5 cm3 quand on utilise donc le système asservi avec les capteurs quand on met le système en automatique. Avant d'effectuer un graissage, n'importe quel graissage, le système valide 3 points. 3 points très importants. La première, il valide que le niveau ultrasonore, donc le niveau de friction mesuré, est supérieur au niveau de référence du palier. Il ne s'agit pas d'aller graisser un palier. Pour prendre notre exemple tout à l'heure, si j'ai une référence à 24 décibels, si je suis à 23 décibels, je ne vais pas aller graisser ce palier-là, il n'en a pas besoin. Donc ça, c'est la première des validations. La deuxième des validations, pendant qu'il graisse, le système va calculer en temps réel la graisse qu'il administre à chacun des paliers et il va faire en sorte qu'il ne dépassera pas la quantité de graisse totale paramétrée pour ce type de roulement-là. C'est-à-dire que dans le système, on va lui dire, pour ce type de palier, tu as un volume de graisse, je ne sais pas moi, de 25 cm3, par exemple. Je dis n'importe quoi. Eh bien, à un moment donné, si pendant qu'il graisse, il donne plus de 25 cm, à un moment donné, il arrive à 25 cm3 de graisse, il va s'arrêter de graisser. Quoi qu'il arrive, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On graisse, le niveau de friction ne diminue pas, donc on arrête de graisser. Et enfin, niveau ultrasonore de mesure, pendant le graissage, reste inférieur au niveau ultrasonore précédent. C'est-à-dire que pendant que l'on graisse, il faut que le niveau ultrasonore diminue. Si le niveau ce que ceci veut dire, ça veut dire que si je graisse et que le niveau ultrasonore ne diminue pas, le système ne graisse pas. Le but de cette affaire, c'est surtout de ne pas aller graisser des paliers qui ne le nécessiteraient pas. Si je viens graisser un palier sur lequel, pendant que je graisse,
le niveau ne baisse pas, je ne graisse pas, tout simplement. Donc, pour reprendre un petit peu l'implémentation, les différentes étapes donc, liées à l'implémentation d'un tel système, la première des choses, il faut qu'on mette en œuvre, si je peux dire ça comme ça, notre connaissance et notre expertise, donc UE Systems, du graissage et du monitoring de machines tournantes pour valider avec le client, avec vous, ce qu'il est nécessaire de mettre en place, comment, enfin voilà, là il y a un cahier des charges, il y a une intervention de notre part qui aide, on va dire, les utilisateurs et les clients donc, à définir le besoin et les quantités et les bonnes installations. Deuxièmement, il y a l'installation du système on-track. Capteur, graisseur automatique, câblage, mise en place des boîtiers. Enfin voilà, bon là, c'est pas très compliqué à faire. Un point très important, c'est la prise de référence. C'est-à-dire que pour chacun de ces paliers, pour chacun de ces tableaux de bord, il va s'agir ici de prendre la référence en décibels de chacun des roulements. Voilà. Et la suite logique, une fois que j'ai ces références en niveau en décibels qui correspondent à un niveau de friction, c'est de mettre en place des niveaux de préalarme et des niveaux d'alarme, et notamment des niveaux d'alarme de graissage. Et enfin, une fois que tout ceci est en place, eh bien, il ne reste plus qu'au système à fonctionner et à graisser de façon automatique le plus souvent à distance et optimiser donc les paliers sur lesquels ils sont installés. En faisant ceci, je réduis considérablement le temps de graissage. C'est-à-dire que typiquement, alors on a indiqué un chiffre de 95% par rapport à certaines remontées d'utilisation que l'on a, certaines remontées de terrain de plusieurs industries dans lesquelles donc, ce système est déjà installé. Alors on a mis 95 pour rester un petit peu réaliste, mais typiquement, si je mets ce système étant en place, je n'ai plus à y toucher. Il me gère, il me surveille en temps réel mes machines tournantes, le niveau de friction de mes machines tournantes, et il va également les graisser en temps réel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas quelques interventions humaines à un moment donné, mais l'idée, c'est de ne plus passer de temps et de réduire considérablement le temps de graissage. En conclusion, ce qu'on peut dire ici, surtout pour ce système de graissage, c'est que c'est savoir exactement quand est-ce que j'ai besoin de graisse, connaître avec précision le niveau de graisse, les volumes de graisse, les quantités de graisse qui sont nécessaires, éviter les erreurs de type de graisse quand même, si j'arrive ici à me tromper de graisse, c'est qu'il y a vraiment quand même quelque chose qui ne va pas. Éliminer toutes les sources de contamination, puisqu'une fois que j'ai mis en place ceci, j'ai très très peu de chances pour que j'ai ici quelque chose, des contaminants extérieurs qui viennent contaminer ma graisse, réduire le temps de graissage et réduire les quantités de graisse. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'une fois de plus, quand on graisse de façon manuelle, on graisse beaucoup trop. Et donc, je vais réduire ici considérablement les quantités de graisse utilisées. Voilà pour un petit résumé. J'espère avoir été dans les temps. J'ai un petit peu raccourci par rapport à ma dernière version où j'avais été un petit peu long. Donc, il nous reste un peu de temps pour passer aux questions que je vais essayer de prendre de façon chronologique ici et d'y répondre les unes après les autres. Alors, je vais lire les questions et donner les réponses en même temps. Le UltraTrack ne fait que l'ultrason. Oui, le capteur UltraTrack ne détecte et ne mesure qu'un niveau ultrasonore. On peut connecter d'autres types de capteurs au système OnTrack, mais le capteur ultrason, nous, on ne fabrique que des systèmes à ultrasons. Ce n'est pas compliqué, on ne sait pas faire autre chose que de l'ultrason. Donc, voilà. Pour la température, par exemple, il faut notre capteur. Oui, tout à fait. Là, il faut venir avec un autre capteur. Alors là, les caractéristiques de réception de signaux du on-track sont assez standards. Hein. On peut attaquer le on-track avec des capteurs 420 milli, avec des capteurs en tension. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, le capteur ultra-track ne mesure que des signaux ultrasonores. Alors, une autre question. Le capteur est-il doté d'un connecteur ou est-ce le câble est soudé directement sur le capteur? Alors, le capteur ce capteur-là a son câble intégré
au capteur. Voilà, on a d'autres types de capteurs dont les câbles de connexion sont connectés par des connexions BNC, mais le capteur UltraTrack 750 a son câble intégré directement. Alors, une autre question. Avez-vous les valeurs NTBF des capteurs de la boucle capteur plus ultrasons? Alors, je ne les ai pas là directement, mais on peut tout à fait vous envoyer ça, oui. Oui. Alors, j'en profite pour dire autre chose. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu ou des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou même à m'appeler. Voilà, j'ai pas. Voilà, on est en direct en train de faire un webinaire. Déjà, j'espère ne pas trop rater de questions et il peut y en avoir auxquelles je n'ai pas répondu, mais n'hésitez pas et je peux aussi vous envoyer de la documentation là-dessus. OK, alors je vais prendre une autre question. Alors, si j'ai un palier dans un emplacement trop étroit, est-ce que le capteur UT750 peut être mis en dehors de cet emplacement et mettre un système propre à vous pour le bon fonctionnement quand même? Alors, concernant l'installation des capteurs, que ce soit pour des problèmes de place, que ce soit pour des problèmes de positionnement du capteur, de configuration d'équipement capteur, si je peux dire ça comme ça, de toute façon, on apporte notre conseil, si je peux dire ça comme ça, notre expertise là-dessus. C'est-à-dire qu'en fonction des configurations monitorées, voilà, on peut installer ceci de multiples façons. Voilà, on apporte notre expertise là-dessus pour que les choses soient installées correctement. Alors, me pose une autre question. Le système est-il adapté aux vitesses et charges variables? Oui. Oui. Alors, pour les vitesses et charges variables, il y a plusieurs, là aussi, façons de faire. Pour donner une réponse un petit peu globale avec ça, quand il s'agit de vitesse et de charges variables, il y a très souvent, par expérience, un mode dans lequel le système en question, le palier en question, pour prendre l'exemple d'un palier, est le plus sollicité. S'il y a un mode à choisir pendant lequel on vient faire des mesures, c'est celui-là. Par minimalisme, je dirais, c'est celui-là. Ensuite, sur le même équipement, ce que l'on peut faire, c'est choisir plusieurs modes. Si ce simple mode le plus sollicité ne fonctionne pas, c'est choisir plusieurs modes et faire plusieurs suivis, plusieurs tableaux de bord. Ça peut se faire aussi. Ça, il faut le mettre en place en fait en fonction des équipements en question. C'est voilà, donner une réponse générique comme ça, c'est difficile. Il faut vraiment adapter ça à chacune des installations. Alors, on me pose une autre question. Si les dB ne baissent pas durant le graissage automatique, le graissage s'arrête-t-il automatiquement pour éviter de vider la cartouche? Oui, absolument. C'est ce que je disais tout à l'heure dans un de mes slides. À un moment donné, si quand on graisse, le niveau de friction du roulement ne baisse pas, ça veut dire que ou il n'y a plus de graisse, mais dans ce cas-là, il y a une alarme qui a été… le système nous alerte quand les petits réservoirs de graisse sont vides, et donc on a reçu une alarme, et il y a une alarme que l'on n'a pas traitée, ce qui est rare, mais bon, prenons ce cas-là. Soit le palier n'a pas besoin de graisse, et dans ce cas-là, il ne graisse pas. Il ne s'agit pas, une fois de plus, d'aller graisser les paliers qui n'ont pas besoin. Alors, je prends une autre question. Alimentation des graisseurs automatiques pile. Oui, les graisseurs automatiques sont fournis avec une batterie qui garantit à vie. C'est-à-dire que le changement des batteries fait partie typiquement, quand un client achète un graisseur automatique, si à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, la batterie est dysfonctionnelle, on en est informé, il reçoit gratuitement une nouvelle batterie. Tout à fait. Alors, peut-on inhiber facilement un capteur pour faire une maintenance? Oui. Oui. Les capteurs, en fait, et les graisseurs de la même manière. Enfin, je vais commencer par les capteurs. Les capteurs, en fait, sont fournis avec des pastilles qui sont collées sur les paliers. Et la pastille étant collée, on va venir dévisser le capteur sur la pastille pour l'enlever, faire une maintenance, enfin faire ce qu'il y a à faire et le remettre ensuite. Et pour les graisseurs, c'est le même principe. C'est un graisseur automatique autonome, donc vissé à l'emplacement du graisseur.
OK. Alors, je continue ma liste de questions. Il y a beaucoup de questions, je vous remercie. Je vous remercie. Ah, là, on me pose une question très intéressante. Enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais on me demande si ce système peut être utilisé pour les paliers lisses. Exemple, palier à coussinet de rotor de turbine. Alors, les paliers lisses, dans notre petit monde des ultrasons, si je peux dire ça comme ça, c'est le parfait contre-exemple. Parce que, quelque part, dans un palier lisse, on ne met pas en contact deux éléments métalliques, je dirais, pour produire cette rotation. C'est-à-dire qu'on n'a tout simplement ni de billes, ni de galets, ni quoi que ce soit qui soit en contact. Par contre, c'est le parfait contre-exemple parce que dès lors qu'une défaillance apparaît sur un palier lisse, eh bien, le premier des paramètres qui va s'élever, en tout cas un des premiers, mais c'est très souvent le premier, c'est le niveau de friction de ce palier lisse. Et donc, on va se servir du système du couple, donc capteur ultra-track plus boîtier on-track, pour monitorer ce niveau de friction. Alors après, les paliers lisses, on ne va pas les lubrifier avec des systèmes de graissage comme je vous ai présenté. Mais par contre, on peut utiliser le système pour monitorer le niveau de friction de ces paliers lisses et donc paramétrer pareil des niveaux de préalarme, des niveaux d'alarme, et donc agir en fonction des niveaux d'alarme atteints sur ces différents paliers. Donc la réponse est oui, on peut tout à fait utiliser ça. Alors, encore une autre question très intéressante ici. Le système fonctionne avec vos graisseurs monopoints ou nous pouvons l'adapter sur d'autres systèmes progressifs centralisés? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. Si vous n'avez rien installé, sur des équipements où rien n'est installé, aucun système de lubrification centralisé n'est installé, et vous souhaitez mettre en place, faire d'une pierre deux coups, suivre l'état de santé, le niveau de friction de vos machines tournantes, et en plus les graisser de façon automatique, là, c'est le couple on-track plus SmartLub. Maintenant, si vous avez des systèmes de lubrification centralisée, comme c'est indiqué sur ma question, vous pouvez très bien vous servir du on-track pour monitorer le niveau de friction et connaître les besoins et l'état de santé et les besoins en lubrification de vos systèmes et commander, extraire le signal du on-track ou du cloud, mais dans ce cas-là, ça sera plutôt du on-track, je pense, pour l'envoyer, pour venir asservir votre système de lubrification centralisée avec ça. Voilà, donc la réponse est oui. Vous pouvez utiliser soit le on-track seul, soit le on-track avec le SmartLub. Je continue sur les questions. Je lis là, alors j'ai deux fenêtres de questions. J'ai la fenêtre de Q&R, questions-réponses, et la fenêtre de discussion. J'en suis pour l'instant à la seule fenêtre de questions-réponses. Je vais arriver à la fenêtre de discussion quand j'aurai fini toutes les questions sur la partie questions-réponses. Alors, je vous remercie encore une fois pour toutes ces questions intéressantes. Est-ce que le boîtier peut être installé à la salle d'automate ou doit-il être installé à côté de la machine tournante? À moins que la salle de supervision soit à 10 km, mais l'un ou l'autre, les deux sont possibles. Franchement, là, ça, c'est une histoire de longueur de câble et une histoire de configuration. Les deux sont possibles, il n'y a pas de mais, voilà. Alors, comment choisit-on les seuils de détection? Alors ça, c'est un sujet aussi hyper important. Les seuils de détection sont déterminés déjà en fonction des niveaux de référence et sont déterminés avec des mesures que l'on fait sur les installations avec des systèmes portatifs que l'on a. Je vous rappelle qu'on est fabricant de systèmes M300 depuis 48 ans maintenant et que tout ce que je vous décline là de façon automatique, on le fabrique aussi de façon manuelle, portative, avec des systèmes portatifs. Donc, tous ces seuils-là, tous ces niveaux d'alarme, tous ces niveaux de référence, tout ça, sont mesurés avec nos systèmes portatifs quand on vient installer ou qu'on forme l'utilisateur à installer ce genre de choses. On n'invente rien du tout là-dedans. Hein. Les niveaux de préalarme, les niveaux d'alarme sont vraiment mesurés et paramétrés de façon précise. Quoi. Il y a une méthodologie qui fonctionne depuis une quarantaine d'années. Voilà. Alors, on me pose une autre question. Quels livrables sont-ils fournis? Préconisation de graissage, quantité, type de graisse, note de calcul et buzz utilisé. Alors, je comprends tout à fait la question. Maintenant,
il faut se mettre dans le contexte. C'est-à-dire que les méthodes de graissage traditionnelles, justement, prennent en compte les livrables posés dans la question, là, c'est-à-dire préconisation de graissage, quantité, type de graisse, note de calcul, base utilisée. Oui. Et par contre, ces préconisations traditionnelles ne font état dans leur préconisation de graissage d'aucune mesure physique sur le palier. C'est-à-dire que oui, il y a des préconisations qui sont ce qu'elles sont, des préconisations constructeurs, des préconisations équipementiers, des préconisations d'usage, des préconisations statistiques, peu importe les préconisations, mais aucune de ces préconisations ne s'appuie sur des mesures. Ce que l'on fait, nous, avec nos systèmes, que ce soit des systèmes portatifs ou le système complet autonome que je vous propose ici, c'est qu'on vient faire une mesure du niveau de friction. Et c'est ce niveau de friction qui est notre donneur d'ordre pour tout ceci. Et c'est la résultante, si vous voulez, de ce graissage qui se retrouve être remonté dans les tableaux de bord de graissage, là, qui fera l'objet des livrables fournis. Et la grande différence, c'est d'abord qu'on a des choses précises par rapport à ce qui est fait, et deuxièmement, qui découle d'une mesure physique. C'est-à-dire que c'est notre niveau de friction qui est vraiment à l'origine du besoin ou pas de graisse et du moment et de la quantité. Voilà, j'espère répondre à la question. Alors, matériel ATEX, on me pose la question de savoir si le matériel est ATEX. Alors, en fait, le boîtier, lui, peut souvent être positionné dans des zones qui ne sont pas ATEX. Donc, lui, pour l'instant, il n'existe pas en version ATEX. Le capteur en question, là, sera disponible en version ATEX au début de l'été ou à la fin de l'été, quelque chose comme ça, en juin ou septembre. Voilà. En tout cas, le prototype existe, il est fonctionnel. Il y a toute la partie certification en texte et notamment documentation qui est en cours. Je vais avancer un petit peu sur les questions. Alors, il y a des chemins de roulement à galets qui sont graissés. Ce système peut être utilisé. Oui, ce système peut être utilisé sur tout équipement qui nécessite un graissage, que ce soit sur des chemins de roulement à galets, que ce soit sur des paliers individuels, que ce soit sur des paliers sur des roulements à billes, sur des roulements à galets. Donc, voilà. On peut même se servir du on-track pour monitorer le niveau de friction, je ne sais pas moi, même d'un équipement qu'on ne graisse pas. Je prends l'exemple d'un réducteur, par exemple. Bon, un réducteur, on va le graisser bien souvent, mais après, ça dépend de cette partie-là. Mais voilà, ce niveau de friction, toute machine tournante produit un niveau de friction. Donc, en fait, dès lors qu'on peut installer un capteur, ça a du sens. Alors, une question sur l'autonomie de batterie des capteurs, des graisseurs automatiques. Elle est de 5 ans. Voilà. Mais de toute façon, les batteries sont garanties à vie. Donc, si au bout de 5 ans, vous avez une batterie qui lâche, voilà, elle est remplacée. Elle est remplacée. Alors, là, une autre question importante et intéressante. 16 capteurs, donc 16 paliers. Y a-t-il la possibilité de multiplier les on-track pour couvrir plusieurs centaines de paliers tout en les connectant et les suivant sur la plateforme cloud? Oui. Alors, la limite, si vous voulez, de nombre de capteurs connectés sur chacun des boîtiers, c'est 16. On ne peut pas connecter plus de 16 capteurs sur un seul et même boîtier. Par contre, la plateforme cloud peut gérer autant de boîtiers et donc autant de capteurs que nécessaire. On a des installations à plusieurs centaines je ne sais même pas si on n'arrive pas pour une installation à quelque chose comme 1000 capteurs, gérés sur un seul et même cloud. Sur un seul et même cloud, si vous voulez. C'est pour ça que c'est important de faire des groupes, en fait, et de donner des accessibilités en fonction des différents responsables de zone pour suivre, chacun suit ses capteurs, ses paliers. Mais le cloud, lui, n'a pas de limite en termes de nombre de boîtiers et de nombre de capteurs. On me pose une autre question, est-ce que ce système peut détecter les particules causées par la friction? Alors, absolument. Quelle que soit la cause origine, et c'est d'ailleurs ça un des sujets, malheureusement, une des causes de défaillance, une des causes d'élévation du niveau de friction important. Quelle que soit la cause origine d'élévation du niveau de friction, le capteur va le détecter. Alors, je continue sur les questions. Donc, j'ai plusieurs questions qui concernent les classifications à texte. Donc, j'ai répondu. Ça arrivera, je pense, en juin ou septembre, l'un ou l'autre.
Alors, est-ce que l'on peut faire monter les données? Oui, alors là, on me pose une autre question hyper importante. Est-ce que l'on peut faire monter les données à la salle de contrôle sans passer par le cloud? Parce que il y a des entreprises qui interdisent la connexion d'appareils à leur réseau interne. Tout à fait. Alors là, il y a des choses qui sont possibles. La première, c'est que quand un client met en place un cloud, les données lui appartiennent. C'est-à-dire que nous, on les loue un espace cloud, UE System les loue un espace cloud, mais ce qu'il met dedans lui appartient. Nous, on ne détient et on ne veut aucune donnée. Les données appartiennent au client. Ça, c'est une première chose par rapport au cloud. Deuxièmement, si le client, pour des raisons de communication, pour des raisons de sécurité de données, pour des raisons de choix stratégiques, ne veut pas avoir des données hébergées sur un cloud à l'extérieur de son usine, de son installation, il peut très bien remonter tout ceci directement depuis le boîtier sur le système de supervision et de stockage de données de son choix. Ça, c'est tout à fait possible et il y a des situations comme ça. Si on pense notamment des fois à des choses qui touchent à l'armement, ce genre de choses, avec des données sensibles, il n'y a rien, il n'y a aucune donnée, même si les données, une fois de plus, sur le cloud que l'on loue appartiennent au client, mais voilà, le client ne prend pas le risque de faire transiter les données à l'extérieur de son installation. On me pose la question, pouvez-vous nous envoyer la documentation technique par mail? Oui. Alors, vous allez recevoir un mail avec cette présentation, l'enregistrement du webinaire et la doc technique. Tout à fait. Alors, j'avance sur les questions. Alors, encore un sujet très intéressant ici. Quelles sont les vitesses minimales et l'impact du bruit et vibration ambiante? Alors, il y a deux questions dans une là et les deux sont vraiment intéressantes. Comme je disais en début de présentation, le gros avantage des ultrasons, c'est de nécessiter peu d'énergie pour exister, surtout aux fréquences où l'on travaille. Donc, ça veut dire, et ça s'applique particulièrement aux faibles vitesses de rotation, qui ont de faibles niveaux de friction et qui ne sont donc pas si faciles que ça à monitorer. Je pense à d'autres technologies, si vous voulez, où ce n'est pas si facile que ça de monitorer les faibles vitesses de rotation. Ici, en termes de vitesse minimale, sincèrement, je pourrais vous dire quelque chose comme 2-3 tours par minute, c'est certainement moins. On n'a pas de limite basse en termes de vitesse de rotation. Dès que je vais mettre quelque chose en rotation, je vais générer une friction qui va générer un signal que va capter le capteur. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'était quel est l'impact du bruit-vibration ambiante? Alors, ça, c'est encore une autre caractéristique du capteur que je n'ai pas évoquée ici, mais c'est que, donc, je remets les choses dans leur contexte. Depuis 48 ans maintenant, on ne fabrique que des systèmes à ultrasons que pour ces applications-là. Ça veut dire que le capteur en question, c'est absolument pas n'importe quel capteur qui travaille il ne travaille absolument pas à n'importe quelle fréquence et il n'est pas designé n'importe comment, absolument pas. Donc, pour faire simple, pour vous donner une réponse sans rentrer dans trop de détails ici, le capteur travaille à une fréquence où l'on sait qu'à cette fréquence, si quelque chose existe, ça sera prépondérant à cette fréquence et on filtre les autres fréquences, déjà par le capteur. Et deuxièmement, dans le système d'acquisition, on traque. Donc, pour répondre, il y a une troisième caractéristique, c'est la directionnalité des ultrasons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si les capteurs sont installés correctement selon nos préconisations sur les différentes machines tournantes, quand on va, avant d'installer ces capteurs, venir faire des mesures manuelles, on va voir où il faut installer le capteur, comment il faut l'installer, à quelle fréquence il faut qu'il travaille. Si tout ceci est respecté, l'impact du bruit vibration ambiant sera nul. C'est ça le nerf de la guerre. Il ne s'agit pas d'être sensible en détection et de détecter plus l'environnement ambiant ou l'environnement parasite plutôt que le niveau de friction n'est pas lié. Tout ça, c'est l'expertise du système, le savoir-faire du système, si je peux dire ça comme ça. Pour répondre par l'absurde à cette question, je pourrais dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas en tête, de cas particuliers où on n'a pas pu détecter. Des cas où il a fallu faire des adaptations, oui, mais des cas où on n'a pas pu détecter, non. Donc voilà, si ces sujets-là sont d'actualité pour vous, n'hésitez pas aussi à me revenir par mail, par téléphone, enfin voilà, on peut en discuter au cas par cas. Donc je continue. Oui, là, on me pose une question un peu orientée, mais je la partage quand même. Les équipements miniers tels que les broyeurs, les concasseurs présentent très souvent un environnement bruité suite au choc de matériaux broyés, par exemple. Absolument, absolument. Et c'est
ce que je viens de vous dire là en termes de caractéristiques de capteurs et de caractéristiques de système sont ces caractéristiques-là sont vraiment dédiées à ce genre d'installation. Ces genres d'installation perturbent énormément, je pense à d'autres technologies, si vous voulez. Là, la chance que l'on a, c'est qu'aux fréquences où l'on est, on filtre tout le reste. Tout ce qui ne nous intéresse pas, on le filtre. Le capteur ne le capte pas. Donc, je continue. On me pose la question du volume du plus petit réservoir de graisse. C'est 125 cm3. Je continue sur les questions. Alors, là, on me pose une autre question. Est-ce qu'une forme d'onde est enregistrée et exploitable par la suite avec un logiciel dédié? Pas avec ce système-là. Pas avec ce système-là. C'est-à-dire que ce système-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mesurer un niveau de friction. Il va l'enregistrer, le reporter sur les tableaux de bord, donc sur le cloud que je vous ai montré, mais il ne permet pas d'enregistrer la forme d'onde. On a un autre système qui s'appelle forecast pour prévoir en anglais, qui permet de faire la même chose que ce que vous avez vu ici, à part qu'il ne sera pas servi sur un système de dressage, ce système forecast, et il permet d'enregistrer en temps réel la forme d'onde pour en faire l'analyse. Donc voilà, et on pourra discuter de ça si vous voulez. Par contre, le système forecast ne permet pas une connexion de 16 capteurs, tout simplement parce qu'il a beaucoup plus de mémoire via ces enregistrements et qu'à un moment donné, tout ça, ça a une limite en termes de mémoire. Mais bon, après, l'idée, si vous voulez, pour répondre de façon complète, et notamment sur l'utilisation du on-track, l'idée, c'est d'être alerté par le on-track. Et si une analyse plus profonde est nécessaire, à ce moment-là, de venir avec un appareil portatif, enregistrer cette fameuse forme d'onde et l'exploiter ensuite. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, le système qui permet de faire tout ceci et d'enregistrer la forme d'onde, on l'a développé aussi, il existe aussi, il est fabriqué aussi par U-System, il s'appelle Forecast. Donc voilà, c'est un autre système qui permet de faire ça. Alors, les capteurs, on me pose la question sur les classifications ATEX des capteurs gaz et poussière. Oui, les deux. Oui, tout à fait. Les capteurs ATEX que l'on va développer auront la classification ATEX sur les deux gaz et poussière. Alors, on me pose la question à savoir sur la lubrification de graisse et huile. Absolument. Quel que soit Alors, dans le cas de graisse, vous pouvez utiliser, comme je l'ai présenté, le Smart Lube. Dans le cas d'huile, vous utilisez le on-track pour suivre le niveau de friction. Et ensuite, voilà, vous lubrifiez avec un système souvent centralisé existant. Alors, la question revient encore, est-ce que l'on peut intégrer cette solution à un système de gestion technique centralisé? Oui, absolument. Ce système-là est souvent intégré à une supervision existante. J'avance sur les questions. Alors, je lis la question. Compte tenu de leur électronique intégrée, les graisseurs peuvent-ils être installés sur des équipements qui sont dans des halles où la température ambiante atteint 60-70 degrés? 60 degrés. Pour le moment, parce que je pense qu'on va avoir… alors, les capteurs travaillent jusqu'à 85 degrés, les capteurs UT750. Les graisseurs autonomes travaillent jusqu'à 60 degrés. Ça va certainement augmenter un petit peu ces 60 degrés. Mais voilà, jusqu'à 60 degrés, on peut y aller. Alors, on me pose une autre question intéressante. Est-ce que la remontée d'infos provenant des capteurs peut être intégrée à notre solution cloud plus dashboard ou est-ce que nous devons utiliser votre solution cloud plus dashboard? Là aussi, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que si vous ne voulez faire que du monitoring, vous pouvez très bien utiliser votre système cloud sans souci, cloud plus dashboard. Par contre, si vous voulez gérer le graissage avec, il faudra utiliser notre cloud. Tout simplement parce que le graissage autonome UE System là, est piloté par le UE Insight, par le cloud UE System. Voilà. Mais par contre, il faut bien voir une chose, c'est que le Smart Lube avec le cloud UE Insight, c'est une option on-track. Mais le on-track en tant que tel et seul
peut très bien s'intégrer à un cloud existant, à des tableaux de bord existants, voilà, à l'existant. On ne va pas révolutionner l'existant juste parce qu'on installe ça, quoi. Alors, j'avance dans les questions. J'avance dans les questions. Ah, alors là, une question intéressante aussi. Y a-t-il une alerte quand les UT750 ont le niveau trop bas? Alors, il y a une alerte quand il y a une mesure anormale et atypique. Je vous donne un exemple. Vous avez une référence, comme je le montrais tout à l'heure, à 24 décibels, par exemple, et vous avez une remontée d'informations sur le cloud à, je ne sais pas moi, à, comme je dis, 24, à 10 décibels. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, vous êtes alerté en temps réel, comme quoi il se passe quelque chose. J'avance sur les questions. Alors, une fois de plus, on me demande des documentations. Tout ceci, je vous l'enverrai par mail. Alors là, une question intéressante. Comment se fait la compatibilité avec ma GMAO? Ça dépend de votre GMAO. Ça dépend de votre GMAO. Il y a le OnTrack a été développé, ça c'est un point important aussi, a été développé pour s'interfacer avec quasiment tous les systèmes de supervision et de GMAO. Un protocole de communication standard, c'est le mode bus. Voilà, donc bien sûr, il communique via mode bus, mais via également d'autres modes de communication. Il suffit en fait de connaître les caractéristiques de la GMAO en question. Et voilà. Alors après, il y a même d'autres modules spécifiques. Je pense à l'interfaçage avec SAP. Il y a d'autres modules spécifiques qui viennent s'interfacer en fait entre le OnTrack et SAP notamment, ou d'autres GMAO. Ça, c'est à voir au cas par cas. Mais aujourd'hui, on n'a pas, j'ai pas la connaissance qu'il y ait une GMAO, un système de supervision avec lequel on n'a pas pu s'interfacer. C'est aussi simple que ça, quoi. Alors, question très intéressante là aussi. Dans un matériel de type réducteur, arrive-t-on à identifier un signal venant du graissage ou de la lubrification des engrenages? Alors, ce qui se passe sur les réducteurs, ou en tout cas sur les machines tournantes à plusieurs sources de niveau de friction, c'est qu'effectivement, ça peut poser question de dire, bon voilà, je détecte quelque chose, le capteur détecte quelque chose, une élévation, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient? On exploite le fait que les ultrasons sont directionnels. Si les capteurs sont correctement positionnés, le capteur ne détectera que ce qu'il a détecté à l'endroit où il a le détecté, où il a à le détecter. Et donc, il vous alertera sur cet élément-là. Je prends l'exemple d'un réducteur. Sur un réducteur, vous allez avoir plusieurs roues dentées, plusieurs lignes de roues dentées, ça dépend du type de réducteur, et également des paliers de roulement. Il faudra mettre les capteurs nécessaires aux endroits indiqués pour vraiment monitorer ce que l'on veut monitorer. Il ne faut pas prétendre sur un réducteur, par exemple, avec un seul capteur, pouvoir monitorer l'ensemble des réducteurs. Non. Ça, par contre, non. Il faut vraiment, de façon directionnelle, venir monitorer chacun des paliers. C'est un monitoring précis. Ça demande quand même une certaine… voilà, il ne faut pas mettre n'importe quel capteur, n'importe où, n'importe comment. Sinon, ça ne marche pas. OK. Il fabrique un système d'installation dans le système. Bon, je pense que j'ai à peu près… il y a peut-être des questions que je n'ai pas répondu, je ne sais pas. Sur la partie questions-réponses, je pense que j'en ai lu un certain nombre et répondu à pas mal. Je continue sur la partie discussion, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions ici. Alors… Ah non, en fait, elles étaient toutes… Ah non, j'arrive aux questions, il y a des questions ici. Alors, vous avez indiqué 16 entrées sur OnTrack, combien de sorties de commandes de dressage, par exemple? 16, bonne question aussi, je ne l'ai peut-être pas précisé ça. Sur le OnTrack, on peut connecter 16 capteurs et 16 graisseurs autonomes. En fait, chacun des graisseurs autonomes, si vous voulez, est asservi par un capteur via le OnTrack, mais voilà, on ne peut pas connecter par boîtier plus de 16 capteurs et 16 graisseurs autonomes. Ça, c'est le maximum.
On me pose des questions sur la partie à texte, j'ai répondu. On me remercie pour la présentation. C'est moi qui vous remercie pour votre présence. Ah, une question intéressante ici aussi. Y a-t-il une économie de graisse? Combien estimez-vous cette économie? Alors, je serais tenté de commencer par ma réponse en disant tout dépend de votre consommation de graisse. Tout dépend des coûts actuels. Mais ce qui est certain, c'est qu'on graisse de façon beaucoup plus dédiée et moins, en fait. Les paliers sont mieux graissés. Le niveau de friction des paliers est vraiment bien maintenu de cette façon, tout en consommant beaucoup moins de graisse. Vous dire qu'on divise par deux les coûts de graisse, pour donner un ordre d'idée, si vous voulez, c'est minimaliste. C'est souvent plus que ça. Après, bien sûr, ça dépend des pratiques de graissage qui sont mises en œuvre dans les usines. Il y a des usines où c'est voilà, où on peut faire le ratio est de plus de 2. On divise le coût du graissage par plus de 2. C'est pas rare du tout ça. Alors, je continue sur les questions. Alors, ça, c'est une excellente question aussi. Comment les ultrasons font-ils la différence entre défaut de lubrification et défaut de roulement précoce? Alors, si vous voulez, par ordre d'apparition des défauts, si vous voulez, on se sert du niveau de friction mesuré par le capteur pour attribuer chacune des alarmes à tel ou tel défaut. Et typiquement, sur des roulements lubrifiés, sur des machines tournantes que l'on lubrifie, la première cause origine, le premier des défauts qui existent, si je peux dire ça comme ça, qui génère une élévation des frictions, le premier des niveaux de friction, le premier des niveaux d'alarme, si vous voulez, c'est une alarme de graissage. Tout ça, on l'explique en long, en large et en travers dans nos formations. Et c'est tout à fait logique. Quand on l'explique, c'est voilà. Donc, le système fait la différence entre les deux parce qu'on sait, notre expertise fait qu'avec ce qu'on mesure, si vous voulez, avec ce que mesure le capteur et les données que nous rétribue le cloud ou le système, on sait à quoi correspond chacun des défauts, tout simplement. Alors, je continue sur les questions. Alors, sensibilité, on me pose la question de savoir sensibilité aux vibrations. Cette question, elle revient souvent. Quand on mesure, quand on parle d'ultrasons, on nous parle de vibrations. Et je le comprends parce que ce à quoi on pense, d'une part, on pense aux vibrations des équipements, et d'autre part, ben voilà, l'analyse vibratoire, c'est quand même une technologie qui est connue et reconnue pour faire des diagnostics de machines tournantes. À part que ce que l'on fait, nous, vous pouvez être sur des équipements vraiment qui ont des niveaux de vibration importants. On ne mesure pas avec nos capteurs des niveaux de vibration. On mesure un son, si vous voulez, un son qui est dans la plage des ultrasons. Donc, en fait, la sensibilité aux vibrations, il n'y en a pas, tout simplement. On peut avoir des équipements vibrants qui ne sont absolument pas sensibles Enfin, en tout cas, nos capteurs ne sont pas sensibles aux vibrations des équipements. Je continue sur les questions. S'il y a une rupture du film lubrifiant, non pas à cause d'un problème de quantité de lubrifiant, mais à cause d'un mauvais choix de lubrifiant, que se passe-t-il? Eh bien, les mêmes causes, non, puisque ce n'est pas les mêmes causes. La conséquence immédiate, si vous voulez, c'est l'élévation du niveau de friction. Et typiquement, vous pouvez aussi vous servir du système pour optimiser les choix de lubrifiant. Ça, je n'en ai pas parlé parce que on est plus dans l'optimisation que dans le graissage par lui-même, si je peux dire ça comme ça, que par la lubrification par elle-même. Mais vous pouvez très bien voir qu'avec tel type de lubrifiant, vous avez besoin de moins lubrifier, moins souvent, avec une quantité moindre, et que vous avez des niveaux de friction plus bas. Ça, c'est tous les historiques remontés dans les tableaux de bord qui vous permettront d'analyser ça. Donc la réponse est oui, on peut remonter à un mauvais choix de lubrifiant avec ce système-là. Et donc changer de lubrifiant et faire des essais. Enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Pour quelle plage de vitesse de rotation le système est-il applicable? Toutes les plages. Sincèrement, la difficulté pour le diagnostic de machine tournante, c'est beaucoup plus les faibles vitesses de rotation que les vitesses élevées. Donc, qui peut le plus, peut le moins. On arrive à diagnostiquer des faibles vitesses, donc en termes
de faible vitesse, on arrive à 2-3 tours par minute. En termes de vitesse élevée, il n'y a pas de limite. Voilà. Dès lors qu'un système se met en rotation, il produit des ultrasons et on détecte. Est-ce que l'on peut déporter le graisseur automatique? Alors, oui. Ça aussi, c'est une question intéressante. Oui. Et là aussi, il faut voir, il faut connaître la configuration du système sur lequel les graisseurs peuvent être déportés. On a des solutions là qui viennent tout simplement des pipes de graissage, si vous voulez, qui se mettent entre le graisseur automatique et le palier. Il faut prendre plusieurs précautions là. Il faut d'abord que les poussées que je vous ai données là sur les graisseurs ne sont pas, n'ont pas été calculées au hasard, si vous voulez. À un moment donné, il faut s'assurer que, quelle que soit la déportation du graisseur que l'on effectue, la distance notamment, il faut s'assurer que le palier en question soit graissé. Si à un moment donné, voilà, la déportation est trop importante ou trop exiguë ou quoi que ce soit, voilà. Mais là, pareil, on intervient et bon, le client utilise notre expertise pour voir comment on peut déporter, comment installer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et ainsi de suite. Donc, je continue sur les questions. Que signifie graisse non renouvelée dans le cas d'un graissage manuel ou par un lubrificateur automatique? Eh bien, vous pouvez avoir, si vous voulez, je pense que, après ça dépend des types d'industrie, mais je pense que vous êtes nombreux à avoir vu des paliers avec des amas de graisse, des amas de vieille graisse autour du palier. Et quand vous venez graisser ces paliers, vous mettez un pansement sur une jambe de bois, si je peux dire ça comme ça. La première cause origine de ces problèmes déjà, quand on fait du graissage en manuel, on vient graisser des paliers sans savoir s'ils en ont besoin, sans savoir si c'est le bon moment, sans savoir si défaillance il y a, si la cause origine est le graissage ou pas. Donc déjà, le on-track nous permet d'avoir des informations là-dessus. Et sur la base de ces informations, la première des choses de toute façon, c'est de ne pas surgraisser et donc de ne pas, comment je pourrais dire ça, sur ce renouvellement de graisse, de ne pas avoir une graisse à renouveler, si vous voulez, pour avoir un palier correctement lubrifié tout le temps. Cette question-là, elle est propre à certaines industries. Pour répondre de façon générique, que tout le monde voit ce que je veux dire, si vous voulez, quand vous faites du graissage manuel, quand on fait du graissage manuel, malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est trois choses. C'est qu'on ne graisse pas quand il faut, on ne graisse pas avec la bonne quantité de graisse, et souvent, le palier est graissé par une graisse qui n'a absolument plus ses caractéristiques de lubrification. Et tout ça, on va l'éviter par la mesure du niveau de friction en permanence et en automatique de l'équipement tournant en question. C'est ça, en fait, qu'on veut dire par le non-renouvellement de la vieille graisse. Si vous voulez discuter de ça sur des problématiques particulières, pareil, on peut en discuter au cas par cas et je vous dirai exactement ce qu'on veut dire par ça, quoi. Alors, je continue les questions. Quand la quantité de graisse nécessaire est mise et le niveau ne baisse pas, que se passera-t-il? Eh bien, je pense que j'ai déjà répondu à celle-là. Quand la quantité de graisse nécessaire est administrée que le niveau ne baisse pas, le système ne graisse pas. Vous êtes alerté et le système ne graisse pas. Est-ce qu'on peut intégrer ce système à un système de gestion centralisé? Oui, bien sûr. Merci pour votre présentation. Merci à vous. Votre système de graissage est-il connectable à une installation existante? Oui. Je continue les questions. Toujours la même question, elle revient souvent et c'est normal hein, parce qu'il y a beaucoup de systèmes existants installés. Peut-on asservir un système différent d'un graissage en fonction… Alors non, là, ce n'est pas une question sur le graissage. Peut-on asservir un système différent d'un graissage en fonction du niveau de friction avec ce matériel? Oui. Alors ça aussi, c'est un sujet qu'on n'a pas traité ici parce que je me suis concentré sur ce webinaire sur la partie graissage, enfin sur la partie friction des machines tournantes, mais
dès lors, tout système qui nécessiterait de monitorer, de diagnostiquer un niveau de friction en temps réel peut utiliser le on-track, absolument. À adapter, à mettre en place de façon, pareil, dédiée en fonction du système, mais tout à fait. Peut-on surveiller l'usure ou les éventuelles défaillances de paliers hydrostatiques, fuite interne, cause joint HS avec ces systèmes? Tout ce qui, pareil, tout ce qui va se traduire par une élévation du niveau de friction pourra être diagnostiqué avec ce système. Tout vient du capteur, en fait. C'est, voilà. Alors, ça peut servir pour les assurances de ce genre de système pour prouver que tout restage sont faits en temps et en heure. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr parce que tout est enregistré. C'est-à-dire que si un assureur veut un historique de graissage de vos équipements, il suffit de lui produire un tableau de bord de suivi de l'équipement en question. Et voilà. Je continue. OK. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des questions. Je vais jeter un coup d'œil sur l'heure. 14h20. Oula, ça fait 1h20 que je parle. Il y a eu beaucoup de questions. Je vous en remercie. Hein. Je vous en remercie. Non, je pense que j'ai des... Alors, premièrement, je m'excuse s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler même. Il y a mes coordonnées là sur le premier slide. Voilà, on est là pour discuter. Voilà, j'avais 2 fenêtres de questions, donc j'espère que je n'en ai pas raté. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer, à me contacter. Et troisièmement, surtout, merci pour votre participation et pour votre participation active. Je ne m'attendais pas à avoir autant de questions. Il y a un vrai sujet, il y a un vrai besoin il y a un vrai besoin pour ceci, ça c'est sûr, dans l'industrie. Pour plein de raisons, parce qu'on fait du monitoring permanent, donc de la surveillance permanente, et on traite un sujet qui est souvent épineux, c'est le graissage. Donc, les deux combinés, on sait qu'il y a un gros sujet là-dessus, un gros besoin. Voilà. Donc, merci encore pour votre participation, pour toutes vos questions. Et une fois de plus, n'hésitez pas s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu ou si vous vouliez échanger d'un sujet particulier ou voilà, duquel je n'aurais pas parlé ici. Merci encore, bon après-midi ou bonne journée pour qu'il est tôt et au plaisir.